Un véritable tour de force de présenter comme ça la question autochtone sur l'ensemble du continent, de l'extrême nord jusqu'à l'extrême sud, et en même temps en évoquant des situations extrêmement différentes. Et on voit effectivement enfin, à la fois des points communs et des situations variées, ne serait-ce que par effectivement la place de la proportion de la population que représentent les peuples autochtones dans ces différents pays, et également la question le territoire, l'importance sur les différents territoires. Mais effectivement, on voit déjà la question qui se pose à plusieurs échelles, c'est-à-dire à la fois il y a une dimension internationale, il y a l'ONU, il y a les mouvements autochtones au niveau mondial, il y a la question des organisations internationales, des ONG qui vont apporter des aides, etc., les circulations de modèles, de revendications dans ces différents pays. Il y a l'échelle continentale au niveau interaméricain, les échelles sous-continentales, et là aussi des choses qui ont pu circuler justement au niveau des politiques. Ne serait-ce par exemple la question de l'indigénisme, la façon dont l'indigénisme a circulé comme une idéologie d'État, une façon de traiter les Indiens, je reviendrai dessus, à partir du Mexique, d'une façon d'intégrer en fait les groupes autochtones, donc indígenas en espagnol, à l'État, qui a été repris ensuite avec le congrès de Pátzcuaro, qui ont circulé jusque la Colombie, le Brésil, enfin toute cette espèce de modèle qui a circulé. Et puis on a ce qui se passe effectivement au niveau national, et là on peut peut-être amener la notion qui est proposée par Pablo López Caballero de régimes nationaux d'altérité. Et je vois qu'il y a un livre qui est ici, le livre qu'a fait sur cette notion de régime national d'altérité, qui a été publié par l'Institut. Je ne sais pas si le livre peut-être circulé. Et du coup, qui en fait essaie de poser la question, de dire finalement, on peut poser la question à un niveau global, au niveau des peuples autochtones, mais en fait, il faut aussi voir comment la question se pose différemment dans chaque pays par rapport à des histoires nationales et par rapport à des façons différentes dont a été posée la question du rapport au peuple autochtone et du rapport à l'altérité. En particulier, ce qu'elle souligne dans le cas du Mexique, sur lequel elle travaillait en particulier, et par distinction avec la Colombie, c'est la façon dont, dans le cas du Mexique, certes, il y a une altérisation des Indiens, mais en même temps, ils sont intégrés, et c'est ça propre à tous les pays, en tout cas d'Amérique du Sud et du Nord, dans le cas du Mexique, qui sont vus comme à la racine de la nation. Puisque, en fait, l'imaginaire du Mexique post-révolutionnaire, c'est le modèle du nationalisme mestizo, avec le modèle entre le conquistador blanc et la femme indienne. Et donc, les Indiens sont intégrés dans la définition elle-même de la nation. Et comme elle le souligne, c'est en s'appuyant, en fait, sur cette présence des indigènes, des Indiens, des autochtones, au cœur même de la nation, qu'on peut aussi développer des politiques de revendication de droits, en particulier les revendications du multiculturalisme dans le cas du Mexique, de la Colombie. Mais donc effectivement, une des premières questions, enfin des premières remarques qu'on peut faire, c'est la question du vocabulaire. Hein. À juste titre, tu disais qu'effectivement le terme autochtone en français a été choisi parce que indigène a des connotations coloniales. On dit indigenous en anglais, indigena ou indigena dans les langues hispaniques, et qui reprennent eux-mêmes une version plus correcte de termes qu'on disait autrefois, indios, indianos, indians, qui était effectivement une erreur historique, puisque c'était effectivement d'attribuer une essence de l'extérieur. Il y a aussi, après, il y aurait effectivement toutes les façons dont les groupes sont désignés dans les différents États, entre natives, Native Americans, bandes, et tous ces aspects qui sont aussi présents. Donc je pense que c'est effectivement intéressant, dans la définition même des peuples autochtones, il y a l'idée d'une continuité avec un univers précolonial, avec un univers précolombien dans le cas de l'Amérique, et aussi cette importance de l'autodéfinition, refus effectivement d'une liste. Et il faut souligner aussi que cette question de traduction, parce qu'on a ces termes effectivement dans les langues indigenous, indigenas, autochtones, etc., mais dans les langues locales, ça peut aussi être un problème de traduction. Comment traduire ces notions d'indigène? Moi j'ai le cas d'étudiants qui travaillent en Tanzanie sur la question des peuples autochtones
en Afrique, et précisément le refus de beaucoup de pays africains de considérer en fait qu'il y a des peuples indigènes, parce qu'ils disent peuples indigenous, parce qu'ils disent nous sommes tous indigenous à l'Afrique. C'est pas une colonisation extérieure. Donc il y a une autre définition qui est posée, et là on essaie de dire, on parlait de peuple racine ou d'autres façons de définir peuple traditionnel pour définir cet équivalent de ce qui serait indigenous ou autochtone. Il y a une autre question, effectivement, qui a été soulevée par rapport aux États, c'est la notion même de territoire, effectivement, qui posait problème à beaucoup d'États, parce qu'effectivement, territoire en droit, pour les juristes, le territoire est associé à la souveraineté. Donc effectivement, si on définit un territoire autochtone ou indigène, c'est lié avec la question du droit à l'autodétermination. Il y a la possibilité théorique, effectivement, qu'un État émerge de là, d'où effectivement le fait qu'un certain nombre de pays, d'États-nations, on refuse la notion de territoire où on en peur, parce que effectivement la crainte que s'il y a un démembrement, une perte de souveraineté de l'État sur son propre territoire. Et c'est en particulier le cas des militaires, et aujourd'hui effectivement au Brésil avec Bolsonaro, c'est-à-dire que depuis très très longtemps en fait, il y a une peur de la part de l'armée brésilienne que les territoires indigènes instrumentalisés par les ONG européennes, etc., soit une façon en fait de recoloniser l'Amazonie et de la détacher du Brésil. Alors ça paraît comme une espèce de fantasme délirant, mais c'est assez important dans la doctrine militaire nationaliste brésilienne, et ça explique aussi en fait ces questions des nécessités de contrôle et de façon générale en fait la question quand les États se sont efforcés de développer des politiques de la différence pour gérer ces différentes populations, un des points essentiels était de conserver les frontières nationales. Donc dans le cas du Brésil, dont je vais parler effectivement un petit peu parce que c'est ce que je connais le mieux, n'étant même pas spécialiste de peuples autochtones, je suis pas ethnologue comme Philippe Eriksson qui est là, et donc je parle plutôt au niveau de l'action des États. Dans la question effectivement du Brésil, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette question de la dimension historique, la façon dont justement ce que tu as évoqué là, il y a les politiques effectivement différentes par rapport aux peuples autochtones ou aux Indiens ont évolué au cours du temps. C'est effectivement, dans le cas du Brésil, on a depuis la conquête qui est extrêmement violente, une politique d'expansion, d'abord avec la présence aussi donc des missions jésuites et qui ont créé des espèces de politiques d'aldeamento de villages. Ensuite, ça a été repris par l'État d'abord portugais et puis l'État impérial. Et on a en fait, au début du XXe siècle, la création par les militaires républicains, positivistes, héritiers justement qui ont le schéma d'Auguste Comte en fait sur l'idée pour les Indiens sont fétichistes, et puis ensuite il y a les religions et puis finalement le développement du progrès, enfin le positivisme. On a donc autour du maréchal Rondon la création du service de protection des Indiens qui va être fait donc dans les années 1910 et dont l'idée, en fait le premier nom c'est service de protection des Indiens et de localisation des travailleurs nationaux, dont l'idée effectivement est clairement non pas de protéger les populations indiennes, c'est donc contre les modes d'extermination qui pouvaient exister auparavant, une pacification qui permet aussi justement de faire rentrer les territoires. La commission Rondon est au départ une commission à la fois de faire rentrer les lignes de télégraphe dans le sud du Brésil et d'aller sur les frontières. Et en fait donc cette politique d'exploration, de pacification et d'anthropologie qui est en même temps est présente, va viser à la fois, d'un côté, à pacifier les populations, à les stabiliser, c'est-à-dire quand elles étaient effectivement nomades et déplacées, à les sédentariser, et à en faire des Brésiliens. Donc la politique, elle reconnaît la différence des Indiens, mais pour l'intégrer en fait de façon provisoire dans la nation et sous un régime qui est en fait un régime de tutelle. C'est effectivement, ils sont considérés comme des mineurs, ce qu'on appelle le pouvoir tutélaire, et ils vont être soumis à ces institutions de l'État qui vont faire la médiation en fait de façon provisoire. On va considérer qu'ils ont un temps d'adaptation, on les transforme en travailleurs brésiliens, donc en fait en pauvres brésiliens, et ensuite ils vont pouvoir être utilisés comme main-d'œuvre. Et en gros, donc le SPI est transformé après une crise en 67 dans la FUNAI, qui s'appelle Fondation nationale de
Amparo ao Índio, d'aide à l'Indien. Donc effectivement, on a encore le nom même indique qu'on a une position, effectivement, il faut aider ces pauvres Indiens qu'il faut aider, et c'est le rôle de l'État de les aider. Et en gros, on a une espèce de transformation justement dans les années 80, notamment avec un rôle très très important des anthropologues brésiliens autour de la création de la nouvelle constitution brésilienne, notamment Manuela Carneiro da Cunha, qui avait travaillé sur ces groupes, qui a joué un rôle très important en fait dans la reconnaissance de droits pour les Amérindiens, et en particulier reconnaissance du droit à la différence, reconnaissance effectivement du droit à la différence culturelle. Donc on change complètement de paradigme. Il ne s'agit plus de transformer les Indiens en Brésiliens, il s'agit de reconnaître leur droit à la différence culturelle, et ensuite ça va de reconnaître aussi des territoires, effectivement, terras indígenas, et également la possibilité d'avoir des langues et d'une éducation dans les différentes langues indigènes. Alors ça va justement, je pense à un point important, et l'article que j'avais proposé, en fait, que j'avais rédigé avec des collègues brésiliens, insistait sur la question, justement, l'importance de prendre en compte dans la question les États, les populations indigènes, et le rôle des anthropologues en particulier dans cette médiation, et de façon générale, que ce soit médiation au niveau des États ou médiation au niveau international. On pourrait aussi évoquer le rôle d'ONG comme Survival International dans la mobilisation internationale autour des peuples autochtones, qui ont été un élément fondamental. Et cet élément, en fait, les peuples autochtones vont arriver à jouer justement de cet appui international pour transformer des rapports de force au niveau national. Et en particulier dans le cas du Brésil, les premiers territoires indigènes qui sont démarqués et reconnus après la Constitution de 88, c'est celui des Yanomami en 1992. Pourquoi ? Parce qu'en fait le Brésil va accueillir peu de temps après la grande première conférence de la Terre à Rio 92, et donc il s'agit de montrer que le Brésil justement a une politique progressive par rapport au peuple indigène. Donc il y a effectivement tout un ensemble de choses qui sont mises en place et qui vont à partir de tous les gouvernements, Collor, Fernando Henrique Cardoso et puis Lula, et qui en fait vont être à peu près stoppés à partir justement des années 2010 et surtout 2013. Il y a très peu de reconnaissance. En fait, par exemple, les Guarani Kaiowá, qui sont un groupe, Mato Grosso du Sud, qui sont en conflit très important, parce qu'en fait, eux ont été chassés de leurs terres par la colonisation, sous l'impact de la colonisation au XXe siècle, à partir des années 30, 50, 60, 70, avec des grands projets de l'État brésilien, qui a promis les terres à des paysans soit pauvres, soit moins pauvres, qui venaient du Sud, et qui en fait, eux, on leur a donné des droits sur les terres. Parfois, ils ont aussi volé des terres sans avoir les droits. Ils ont cherché les Indiens qui les reprennent. Et donc, il y a des zones de conflit très importantes. Et les territoires ont été démarqués. Aucun n'a été homologué par l'État brésilien. Et l'an dernier était venu justement un représentant de ces peuples Guarani Kaiowá qui était venu à la Maison du Brésil, la cité universitaire, qui expliquait justement sa rage que rien n'ait été fait. Donc, on a eu quand même, mais on a eu effectivement ce cadre constitutionnel qui changeait la politique. Aujourd'hui, comme l'a rappelé Irène, mais ça commence en fait effectivement déjà depuis quelques années, on a au contraire une politique de retour et on redécouvre en fait ce discours qui est de dire oui bon les Indiens c'est bien mais ils ne vont pas quand même rester dans leur spécificité culturelle, il faut qu'ils deviennent des gens modernes, d'ailleurs ils veulent même des voitures, ils veulent etc. etc. Donc en fait, il y a eu d'une part il y a eu des grands projets qui ont été faits, mais ça sous le gouvernement du Parti des Travailleurs, 2 barrages qui ont été en effet désastreux à la fois écologiques et au niveau des peuples indigènes, notamment à Belo Monte, près du Xingu. Actuellement, effectivement, la politique politique officielle est de dire, voilà, ce territoire, comme tu disais, 13% du Brésil pour 0,4% de la population, c'est beaucoup de terres pour pas beaucoup d'Indiens, et donc il faut, au nom du développement national, on va privatiser des terres, soit pour l'agriculture, soit pour l'extraction minière. Et il y a effectivement, donc on a une situation effectivement extrêmement conflictuelle, parce que ces droits qui ont été reconnus à un moment donné ou qui étaient sur le point d'aboutir, donc un ensemble de zones qui sont conflictuelles, se retrouvent maintenant à basculer avec l'ensemble des gens qui ont des intérêts économiques ont envie d'aller gagner ces territoires. Oui. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'effectivement, comme tu le signalais aussi dans le cas de la Colombie, pendant très longtemps, la position être un Indien au Brésil était une chose très mauvaise. C'était pas du tout enviable. On était effectivement en but à la fois à des stigmatisations, on n'avait pas de droits, on avait des... Et puis, à partir du moment où justement on commence à reconnaître des droits, que ce soit à la fois les droits territoriaux, des droits à la santé,
santé, où il y a des droits à l'éducation, y compris par exemple maintenant des quotas, systèmes de quotas dans les universités publiques, et il y en a par exemple au Musée national à Rio, l'Université fédérale de Rio en anthropologie, il y a un certain nombre d'Amérindiens qui sont venus étudier l'anthropologie, qui deviennent des anthropologues amérindiens. C'est aussi un cas, une chose qui est importante. Et bien à ce moment-là, ça devient plus intéressant de se reconnaître comme amérindien, et on a une augmentation de la population amérindienne très très forte. On passe environ 100 000 dans les années 50, d'après les chiffres, les estimations officielles, à 700 000 au recensement de 2001 et à plus de 800 000 au recensement de 2011. En fait, la population qui est sur une base, pour le coup, d'autodéclaration. C'est les gens qui, dans le recensement, disent « Quelle est votre couleur ?» Alors, je suis blanc, noir, marron ou bien indigène. Et donc, à ce moment-là, effectivement, c'est comme ça qu'on définit les indigènes. Donc, effectivement, on a aussi une transformation de ce point de vue-là. Et effectivement, en fait, de façon plus générale, il me semble, ce qu'on voit au niveau global, au niveau des Amériques, c'est d'une part un espèce de processus d'émergence d'un certain nombre de droits, avec à la fois des dynamiques locales qui sont différentes, l'importance de ces alliances à la fois au niveau national et au niveau international, l'importance de la mobilisation des instruments juridiques, effectivement, qui ont été validés au niveau international. Et donc on a eu quand même une espèce, disons, de façon globale, une très très grande reconnaissance sur un siècle de ces droits autochtones. Et en même temps, effectivement, une continuité de conflits, et qui maintenant réapparaît à différents endroits, entre les progrès au nom du développement national ou de l'industrialisation et ces différents groupes. Et donc effectivement, on est à un moment, en fait, on est à un moment où il y a beaucoup de risques de conflits nouveaux. Et en même temps, du fait aussi ce qui est peut-être une des espoirs, à mon avis, dans le cas du Brésil, c'est précisément l'importance de ces dimensions internationales. Plus en fait on parle de ces questions-là en Europe, aux États-Unis, dans le monde, plus les Amérindiens, les autochtones ont une chance de voir leurs droits défendus. Donc effectivement, je pense que cette question de lien entre les différentes échelles reste fondamentale. Merci. Merci. On peut peut-être ouvrir un peu la discussion. Oui. Oui, allez-y. Il faut le métro. Je travaille aussi une thèse sur les peuples indiens au Salvador. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le Salvador parce que d'abord, l'État salvadorien en 2015, ils n'ont pas voulu reconnaître les Indiens. C'est à partir ça fait 4 ans qu'on a commencé à avoir la reconnaissance. Mais pour l'instant, on peut dire qu'il y a au moins 10 ou 12% de peuples qui se reconnaissent déjà. Et c'est à partir de l'année dernière qu'on a eu déjà des essais de lois et on a une première loi pour les peuples indiens. Et c'est aussi la question parce que je n'ai pas vu dans la liste le Salvador. Oui, mais il y a, je crois que le seul document qu'il y a comme officiel, c'est un document qui vient de World Bank, de la Banque mondiale. Parce que comme on a eu les problèmes avec l'État qui ne voulait pas les reconnaître. Et après, j'ai aussi un commentaire que je trouve très bien, que vous parlez de la nomination. Moi, je travaille dans le domaine de la communication. Et comment les Indiens, les Autochtones, ils vont se nommer eux-mêmes. C'est une question que j'ai pour le moment dans ma thèse. Et parce que dans les cas de la langue en espagnol, on peut avoir des péjoratifs si on dit indios. Ça, dans la société, dans le Salvador, dans les cas spécifiques, ils disent indios dans une façon très irrespectueuse. Et après, pour l'instant, si vous pourriez aussi me donner les conseils dans ces cas-là, les cas que j'ai eus avec ma directrice de thèse, elle me dit que c'est mieux de les écouter dans les entretiens, qu'est-ce qu'ils vont me dire, de comment eux-mêmes ils vont se nommer. Parce que c'est une façon de se représenter eux-mêmes, de créer leur imaginaire et de ne pas les imposer un terme et dire ils vont être indigènes, indiens, qu'est-ce que je vais utiliser.
Sur la question de la nomination, effectivement, on assiste voilà, depuis maintenant 40 ans à peu près à cette récupération des noms propres par rapport à des noms qui avaient été attribués par le voisin, pour dire rapidement. Et on a différents types de nominations, en fait. On a des nominations de proximité, de voisin à voisin. Puis après, on a la question des catégories légales. Et parfois, ça ne va pas toujours ensemble. Donc, on peut dire indio, cholo, indigena, indiano. Il y a une quantité importante de vocabulaire. Et je crois qu'en effet, aujourd'hui, il faut de toute manière, et ça c'est le point de vue de l'anthropologue au départ, c'est d'écouter comment les gens veulent se nommer et ils se nomment. Et y compris d'ailleurs, un des problèmes, c'est d'arriver à identifier le nom d'un collectif qui s'appellera peuple. Hein. Là, c'est ça aussi la problématique, hein, puisque c'est une catégorie de droit international qui attribue la personnalité juridique, mais qui n'est pas nécessairement pensée dans le vécu des individus localement et sur place, quoi. Donc oui, je pense qu'il faut parler, mais moi j'ai un exemple très primaire, hein, qui vient de ma propre expérience en Amazonie. Quand j'étais chez les Mairuna, donc j'étais en fait toute jeune, je faisais ma thèse également, j'étais chez les Orejones à l'époque, donc les grandes oreilles, hein, ils avaient ces attributs-là, ils étaient dénommés par les voisins Orejones ou Koto, du nom du singe hurleur, parce que autrefois ils ne s'habillaient pas, ils étaient peints en rouge, donc le singe hurleur est de couleur fauve, donc on les appelait des singes rouges, quoi, en gros. Donc c'est comme ça que moi j'arrive chez les Mairuna, enfin chez les Orejones. Et puis au bout d'un certain temps, bon, je ne parlais pas la langue, c'était 4 mois que j'étais sur place, j'ai appris la langue après, le Mairinki, mais à un moment donné, on me dit, mais on va t'emmener là-haut voir les Orejones. Alors je dis, mais attends, mais où est-ce que je suis là? Et donc ça pose un problème d'incertitude importante. Et puis finalement, je m'aperçois, on me montre, je vais plus haut sur la rivière, et là je rencontre ces personnes qui portaient encore les ornements d'oreilles, qui étaient des ornements très importants et qui configuraient les personnes masculines à l'image du héros culturel local, qui était la lune, Maineno, le faiseur d'hommes. Et c'est en parlant avec eux que progressivement, je me suis aperçu qu'ils avaient... c'était des gens qui étaient des rescapés, notamment du boom du caoutchouc, j'ai dû faire l'ethno-histoire pour comprendre effectivement l'origine de ces différents groupes et les différentes nominations, et je suis remontée du XVIIe au XXe siècle en passant par des tas de noms différents. Et puis après, on arrive au moment de la période de mémoire, disons, vivante. Et là où on me raconte qu'à l'époque de ce moment du caoutchouc, qui prend fin en 1912, mais ça va jusqu'en 1930, et donc il n'y avait plus que 2 vieux qui portaient les grandes oreilles, entre autres parce qu'il y avait 2 processus. Un processus violent par lequel les patrons caoutchoutiers s'amusaient à couper les oreilles pour les civiliser. Et puis, il y a d'autres processus beaucoup plus, disons, complexes de transformation propre par lequel ils se sont transformés. Et donc, en discutant avec eux, et en discutant avec ces anciens orejones, et puis les autres actuels qui ne portaient plus les grandes oreilles, que le terme Mairuna est ressorti comme « nous, on se nomme Mairuna », qui veut dire « nous, les êtres humains ». Et donc, c'est en rentrant dans la compréhension de leur identité propre que ça s'est fait. Et à partir de là, le nom Mairuna a été à la fois repris par le groupe et également affirmé comme un ensemble, disons, le groupe qui est partagé en 4 communautés localisées qui ont chacune des variantes linguistiques, etc. Mais il n'empêche que c'est comme cela qu'ils se identifient. Mairuna, c'est le terme maintenant qui est repris par le Pérou. Et il y a juste une variante dans l'écriture. Moi, j'ai produit ma thèse, entre autres, qui a contribué également à leur redonner, si on veut, ce nom-là qui était le leur, évidemment, mais en tout cas dans l'espace scientifique. Et moi, j'écrivais Mairuna avec un H, M-A-I-H-U-N-A, et maintenant, en espagnol, on l'appelle avec une rota, Mairuna, et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc, et ça, c'est des situations qu'on retrouve dans beaucoup de cas. Donc, moi, j'ai peut-être juste une remarque à faire. Merci d'abord pour vos deux interventions qui étaient tout à fait éclairantes. Vous voulez que j'ai une voix toute déformée comme ça. Bon, alors je vais essayer de parler dans cette machine. Non, donc ce à quoi je pensais en permanence, c'est la question démographique, finalement, la question des effectifs qui me semble primordiale. Et à l'échelle à laquelle se situe le débat, pour avoir un impact au niveau international, tout ça, il faut effectivement jouer le jeu, semble-t-il, de la nation.
Hein, ce qui se passe en Bolivie, c'est très très typique, mais si on pense au cas Navarro, par exemple, moi je ne savais pas que les Navarro avaient cette prétention d'intervenir d'égal à égal avec des États-nations et tout ça. C'est tout à fait passionnant. Mais si on regarde la situation locale, notamment tous les conflits qu'il y a autour de la zone de la confluence dans le Grand Canyon, tout ça, il y a des populations localement qui n'ont pas les moyens de ces prétentions-là. On pense aux Avapai, aux Havasupai, enfin des petits groupes comme ça, même Zuni Hopi finalement, par rapport aux enjeux de religiosité, par exemple, de revendication, de droits rituels sur certains sites, etc. Donc, il y a énormément d'exemples de ce type-là. Si on pense, par exemple, alors, encore une fois, c'est pas pour faire mon ethnologue de service, mais bon, une situation que je connais un petit peu alors, en Bolivie, chez les Chacobos. Chacobo, basse-terre en Bolivie, 1200 personnes. Donc, combien de régiments? Bah, non, même pas 1%, quoi. Enfin, et le discours des Chacobos, c'est vraiment toutes ces histoires d'État plurinational, etc. Et de décolonisation. C'est une forme de recolonisation des basses-terres par les Amérindiens des Hautes-Terres. Donc c'est vrai que selon l'échelle à laquelle on se situe, on peut voir. Mais si on regarde ce qui se passe à l'intérieur des Chacobos, 1200 personnes, ils ont phagocyté un groupe qui est les Pacaguaras. Qui ne sont plus que 6 maintenant. Enfin, je sais pas, ça dépend comment on compte, hein, c'est toujours pareil, c'est un petit peu délicat. Mais c'est très très utile d'avoir les Pacaguaras dans son équipe, parce que ça permet de compter comme 2 nations pour le prix d'une. Et c'est pour ça que ces histoires d'échelle, de démographie, enfin, droit à quoi? Je veux dire, quand on est 99% de la population d'un territoire et qu'on a 95% des terres, c'est bien. Mais parce que si c'était la situation antérieure, mais qu'aujourd'hui on n'est plus qu'une poignée de Pacaguaras, si on regarde le territoire historiquement occupé par les Pacaguaras, c'est grand comme toute la Bolivie et Rondône y a réuni, quoi. Mais so what, quoi. Enfin, je veux dire, pour faire un peu une question un peu provoque, quoi. Est-ce que quand les gens ont disparu, est-ce qu'ils ont encore des droits sur ce qui a fait la gloire de leurs ancêtres? Moi, je dirais que le débat, il se place. Alors, il y a, je dis, immédiatement deux réponses à faire. La situation locale est toujours extrêmement compliquée de fait. De fait, effectivement, les relations entre les différents groupes doivent être prises en considération. Il y a des groupes plus forts que les autres. Les Maïrouna, ils sont 500, donc, etc. Bon, ça c'est une question infernale. Et puis, il y a eu des échanges, etc. Ce qu'on observe aujourd'hui, à l'intérieur de cette grande dynamique, et complexe, évidemment, d'identification, c'est que d'abord, le terme peuple est un terme qui est complexe, non défini en droit international. Donc, peuple autochtone n'est pas défini non plus en droit international. Hein, donc, ça, c'est un point important. Donc, c'est l'autodétermination et la reconnaissance de soi. Et en même temps l'acceptation par le groupe, ce qui suppose que le groupe soit suffisamment fort pour pouvoir avoir encore des institutions qui lui permettent de dire bah, un tel, non c'est pas vrai, c'est un faux quoi. Il réclame cette appartenance mais en fait on ne le reconnaît pas comme tel, etc. Donc là il y a des enjeux qui sont assez forts. Il y a d'autres enjeux qui sont moins nobles, je dirais, que par exemple les groupes puissants, les groupes nord-amérindiens puissants qui disposent sur leur réserve fédérale de droits particuliers, notamment des droits pour avoir des casinos, qui génèrent des revenus extrêmement importants, qui vont limiter considérablement le nombre des membres de la tribu ou de la bande pour éviter de partager trop largement les revenus en question. Donc c'est des situations comme ça qui sont très très complexes et qu'on ne peut que examiner au cas par cas avec une assez grande finesse d'analyse en se départissant quand même de cette notion de ce sont tous des Indiens, tous des sauvages, tous des etc. Il faut rentrer dans une logique plus fine d'identification de leurs problématiques puisque ces droits-là ils existent et en gros c'est certain qu'un peuple constitué de 2 personnes ne fait pas tout à fait le même poids que des grandes majorités de millions éventuels, puisqu'il y a des peuples avec plusieurs millions. Le Mapuche, en l'occurrence, c'est un de ces peuples à 1,5 million de personnes. La situation aujourd'hui, elle est par exemple, et ça c'est tout à fait passionnant à suivre, posée au niveau international. Après la Déclaration des droits des peuples autochtones en 2007, il y a eu une autre conférence en 2014 qui a été la conférence mondiale sur la conférence mondiale des peuples autochtones, qui était au départ conçue comme une réunion high-level plénière, une réunion plénière de haut niveau, donc des États, des membres des Nations Unies,
pour terminer les 2 décennies consacrées aux peuples autochtones. Donc de 1995 à 2015, il y a eu 2 décennies internationales consacrées aux populations puis aux peuples autochtones, au partenariat. Bon. Et bon, s'est mis en place une conférence, je ne vais pas raconter comment ça se fait, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette conférence, et c'est une des premières, c'est pour ça que les peuples autochtones sont des gens qui poussent de l'innovation aussi administrative internationale dans les procédures. Ils ont co-organisé une réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce qui n'est pas simple. Normalement, c'est un truc qui est vraiment le club des États. Donc, ils ont co-organisé leur truc. Ils ont réussi à tenir cette assemblée. Il y a un papier qui va sortir dans le prochain bouquin, qui en donnera le détail. Mais il est ressorti de une deuxième déclaration qui s'appelle le Outcome Document, donc le document final, qui vise à mettre en œuvre la Déclaration des droits des peuples autochtones. À l'intérieur de cet Outcome Document, il y a 2 choses qui me paraissent tout à fait significatives. L'une, c'est la mise en place de ce qu'ils appellent un système d'action, un plan d'action à l'échelle du système, pour que l'ensemble des Nations Unies, donc les 42 familles des Nations Unies qui interviennent dans les pays, je veux dire le PNUD, le PNUE, l'UNICEF, l'UNESCO, l'UNIFEM, enfin bon, toutes ces organisations-là disposent leur programme par rapport à la Déclaration des droits des peuples autochtones. Donc c'est cette espèce d'agencement où il y a des ONG, des programmes internationaux, de l'ingénierie administrative internationale, et de modifier le régime de participation des peuples autochtones aux Nations Unies. Alors, je n'ai pas du tout parlé de ça, mais on a donc ces instances de participation où actuellement les autochtones se réunissent donc tous les ans dans des lieux, à Genève et à New York, et ils participent sur la base d'un enregistrement en tant que peuple, ou en tant qu'association, ou en tant qu'ONG, hein, mais pas en tant que ils ont leurs institutions propres qui doivent... Et donc les autochtones aujourd'hui demandent un régime de participation aux travaux internationaux et aux travaux onusiens modifié, dans lequel effectivement on reconnaisse, et j'ai vu des moments tout à fait passionnants où des chefs indiens avec de grandes plumes comme ça qui attestent effectivement de leur pouvoir évident, disent mais j'ai participé jusqu'à un certain moment, maintenant je refuse de participer parce que nous sommes, depuis la déclaration, de nation à nation, et donc je veux être effectivement considéré comme un égal de nation. Alors ça fait maintenant 4 ans que les Nations Unies discutent sur le régime de participation, donc le régime de représentation également, qui va permettre effectivement d'avoir accès à un certain nombre de ressources, à la fois des ressources politiques, mais aussi des ressources financières probablement. Et donc là, il y a une réflexion très passionnante qui tombe exactement là-dessus, sur comment faire pour reconnaître, parce que ce que je n'ai pas dit dans les 400 ou 500 millions de peuples autochtones dans le monde, c'est qu'ils représentent à peu près, disons, l'immense majorité de la diversité culturelle et linguistique du monde, que l'UNESCO calcule, alors là sur quelle base, là encore on pourrait réfléchir, mais autour de 6800 langues et cultures différenciées. Hein. Les peuples autochtones sont l'immense majorité de cette diversité-là. Vous imaginez 6000 peuples représentés aux Nations Unies à côté des 193 États actuels? La Chine, elle ne peut pas supporter. La Chine, avec ses 54 Shaoshu-Minzu, qu'elle ne veut pas reconnaître, parce que c'est une forme de qualification interne. Là encore, on est dans ces enjeux de reconnaissance, de forme, disons, de souveraineté à l'intérieur de ces grands espaces. Et donc, ils sont en train de discuter, parce que d'un côté, ils ne veulent pas fermer la porte complètement, parce que la dynamique, elle est quand même assez forte, et en même temps... il y a un enjeu où les autochtones disent c'est nous qui devons décider de qui va nous représenter. C'est pas vous les États qui allez dire qui nous sommes aujourd'hui. C'est nous qui allons dire qui on est et comment on va se représenter. Et donc là, il y a une réflexion sur les critères, sur les modes de sélection, sur les régimes d'intervention et sur les types de documents qu'ils peuvent recevoir ou pas recevoir. Et ça, c'est un grand enjeu. Juste aussi ajouter un point, parce que le problème que pose Philippe Erickson, c'est la question effectivement de l'effet homogénéisateur des catégories. Effectivement, quand on met peuple autochtone, indigenous peoples, on met effectivement une même catégorie pour un ensemble de réalités qui sont extrêmement différentes. Mais en un sens, qu'on retrouve aussi quand on a les États, parce qu'entre Vanuatu et la Chine, effectivement, c'est des États-nations, mais qui n'ont pas du tout les mêmes pouvoirs, etc. Donc ce qui est effectivement assez intéressant, c'est de voir les stratégies qui sont offertes à ces peuples autochtones pour justement trouver
la nécessité de trouver des alliances qui peuvent être effectivement, je pense à deux cas. D'une part, par exemple, les Yanomami, qui ne sont pas un petit peuple, mais qui avaient en fait effectivement, et notamment via la médiation d'un anthropologue qui est Bruce Albert, trouvé une formule assez intéressante. Quand il y avait eu une exposition il y a quelques années à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, qui s'appelait Yanomami, l'esprit de la forêt, et très clairement, c'était explicite le discours du leader David Kopenawa, qui disait voilà, nous, on est faible, on a des ennemis autour de nous qui veulent effectivement prendre nos terres, donc on a besoin d'avoir des gens qui nous aident, qui sont loin. Donc on va faire une exposition en France avec des artistes différents à la Fondation Cartier, qui permet justement de faire parler des Yanomami et de gagner du pouvoir. Et un autre élément aussi, effectivement, c'est d'utiliser ces mécanismes juridiques. Alors, dans le cas du Brésil, effectivement, ce que la Constitution a prévu dans ces mécanismes de reconnaissance de territoires indigènes, terras indígenas, c'est les anthropologues qui vont faire des évaluations, qui vont authentifier les choses. Et là, pour le coup, même des groupes qui sont relativement petits peuvent justement, par ces mécanismes juridiques, arriver à avoir une reconnaissance au moins théorique, au moins sur le papier. Après, la possibilité de le défendre face aux chercheurs d'or ou aux agropastoralistes est différent. Un point que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est-à-dire c'est à la fois ce nombre de peuples à l'intérieur des États et cette problématique de l'autodétermination, c'est évidemment ça qui a été très 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 discuté au moment où j'ai assisté aux discussions, et donc il y avait tout un débat sur qu'est-ce que c'est que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en gros actuellement qualifié de droit à la libre determination ou à autodétermination en espagnol. Autodétermination en français ou self-determination en anglais. Et ce sont notamment les États-Unis qui ont avancé une double interprétation qui a été réfutée par les peuples autochtones et qui n'a donc pas été retenue non plus, qui était qu'il y a deux types d'autodétermination possibles. Il y a une détermination externe, celle qui va aboutir à la séparation de l'État, et donc à la construction des États indépendants dans le modèle, disons, de la décolonisation typique, et puis l'autodétermination interne, celle qui va aboutir à la construction des autonomies. Et aujourd'hui, on est dans l'exercice, effectivement, de ces formes d'autodétermination interne qui prennent différentes figures, différentes configurations, si on veut, et qui vont jusqu'à la construction d'autonomie sur des bases territoriales reconnues, et ça sera peut-être le cas des resguardos en Colombie, et d'autres formes qui sont des formes plus atténuées de ce droit à l'autodétermination, qui est le droit au consentement libre, préalable et informé, qui n'est donc pas le droit à la consultation libre, préalable et informée, laquelle doit aboutir à l'obtention du consentement. Et donc, à partir de là, on a des configurations qui sont intéressantes et qui amènent à penser localement des situations assez complexes dans lesquelles c'est vrai notamment par rapport aux affaires minières et aux contrats qui peuvent être, parce que maintenant les entreprises, elles ont un peu besoin de la paix locale, quoi. Et donc elles essayent de faire des opérations de consultation à la place de l'État, où l'État va déléguer. C'est le cas en Colombie, il va déléguer à des entreprises la consultation. Et cette consultation, elle peut toucher les peuples autochtones, mais aussi les peuples voisins, par rapport. Et donc ça oblige à réfléchir à qu'est-ce que l'on met dans la consultation, quelle est la nature des informations qui sont portées à la connaissance des gens pour qu'ils puissent se prononcer en connaissance de cause. Donc voilà, je crois que c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que on sort du schéma d'interprétation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, issu de la Société des Nations 1917, Woodrow Wilson, etc. On est dans un angle de flexibilité, etc., etc. Mais les États, effectivement, entendent maintenir leur monopole. Je veux dire, c'est clair. Ça, c'est évident. Donc la question, du point de vue des peuples autochtones, n'est pas de réclamer des souverainetés externes. Et il y a très peu. Il n'y a que quelques peuples autochtones qui sont actuellement, qui ont présenté leurs revendications au comité de la décolonisation. C'est un comité spécial. C'est le cas de Hawaï, c'est le cas de la Polynésie française. Les Kanaks sont encore devant le comité de la décolonisation, et pour demander éventuellement une séparation de l'État. Mais ils sont très minoritaires, ces peuples-là. La plupart des peuples voient des formulations plus complexes. Et un des exemples de discussion extrêmement intéressante, c'était au moment de la constitution équatorienne en 2008. Il y a eu toute une réflexion qui a abouti finalement à construire un objet un peu hybride qui s'appelle « Peuple, Nation et Nationalité » pour distinguer les différentes nuances possibles à l'intérieur de cet espace, disons, de revendication de droit à se gouverner soi-même, parce que c'est ça l'autodétermination, c'est le droit à se gouverner soi-même.
entre peuple et population, puisque dans la Constitution française, l'ancienne présidence a changé le mot. Ça, je ne le savais pas, j'ai appris cette année, parce que jusqu'à nouvel ordre, on était des peuples de l'outre-mer, et elle a mis population d'outre-mer. Alors, je vous remercie vraiment pour cette question-là, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la traiter, et elle est dans le bouquin rouge là, qui a circulé sur la reconnaissance. Il y a eu, à travers... Alors, la population, c'est un ensemble d'individus, en gros. Vous avez une collection d'individus, là, et on forme une population. Là, vous pouvez avoir une population de boîtes de conserve, une population d'humains, une population de poissons, etc., etc. Il n'y a pas d'organicité, il n'y a pas d'institution propre à une population. Hein. Et donc, la revendication du droit des peuples, c'est effectivement la possibilité de reconnaître une organicité et donc une personnalité juridique, qui ne soit pas la personnalité juridique de l'association ou de l'entreprise ou de l'industrie, qui ont aussi des personnalités juridiques. Et les autochtones, ils ont lutté considérablement pour justement ne pas être traités comme des populations. Et la lutte, elle est passée par la langue anglaise. Et où il y a une différence en anglais entre people, qui sont des individus rassemblés, et puis peoples, qui configurent la notion de peuple. Et lors de la conférence de Vienne en 1993, qui était la conférence sur les droits de l'homme, il y avait deux grandes salles de réunion, une qui était consacrée aux droits des minorités, donc qui concerne finalement les droits des personnes appartenant à des minorités, lesquelles minorités peuvent être des minorités nationales, des minorités linguistiques, des minorités religieuses, des minorités sexuelles, il y a toutes sortes de minorités possibles, et puis les autres qui étaient les droits des peuples autochtones. Et dans ce partage qui s'est opéré là, à un moment donné, il y a eu une manifestation, disons une performance d'une certaine façon, où les autochtones ont brandi un S. Nous sommes des peuples et pas des populations. Et ce S, il a une double vertu, qui est à la fois de faire la distinction entre peuple et population, mais aussi de montrer que ce sont des collectifs. Il porte la dimension du collectif, qui était ce que les peuples autochtones revendiquent. Ils ne veulent pas les droits individuels de la personne. Ils veulent effectivement des droits territoriaux, parce que ça leur permet effectivement de maintenir la base de leur existence. Hein, donc c'est ça qui est en jeu. La particularité de la Déclaration des droits des peuples autochtones, c'est qu'elle établit des droits pour les peuples autochtones qui soient à la fois des droits individuels et des droits collectifs. Ça a été un des enjeux. Eux, ils voulaient que des droits collectifs, et les États, ils voulaient que des droits individuels. Donc à un moment donné, il y a eu des figures, disons une figure juridique, une forme de rédaction qui permet effectivement de maintenir ces droits. Les autochtones réclamant, et clamant, plus exactement que réclamant, que c'est pas parce qu'ils sont autochtones qu'ils vont violer nécessairement les droits individuels de la personne. Voilà. Mais effectivement, du point de vue des États, il y avait des espèces de schémas de représentation forts, et y compris des schémas mentaux, dans lesquels, et j'ai souvenir par exemple d'une réunion avec la Banque mondiale qui parlait, au lieu de parler de consentement libre, préalable et informé, elle parlait de consultation libre, préalable et informée qu'elle allait organiser. Et elle disait, mais c'est nous qui allons l'organiser, parce que nous, on sait comment consulter, parce que vous, les autochtones, on sait bien, ça va être une bande de vieux qui vont prendre la décision, et puis il n'y aura pas les femmes, il n'y aura pas les jeunes, etc. Et ça, les autochtones, ils ont réagi en disant, mais c'est nous qui sommes souverains, c'est nous qui décidons comment on prend nos décisions. Mais c'est dans ces tensions-là aussi que se transforment les modes propres de gouvernance de soi des autochtones aussi. Parce que les femmes, elles poussent très fort. Aujourd'hui, il y a toute une articulation entre droits des femmes et droits des peuples autochtones. Et est-ce que, voilà, sortir de certaines formes, à un moment donné, aussi de violences domestiques qu'elles peuvent connaître, notamment dans le Nord, mais pas que, des choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et donc, voilà, ce qui était aussi intéressant à l'intérieur, moi j'ai observé les négociations. Et pendant... pas pendant les 25 ans, hein, j'ai observé de 2000 à 2006 où ça a été finalisé, 2007 ça a été adopté, mais pendant tout le temps de la négociation et jusqu'à la fin de l'adoption, il y avait une astérix qui accompagnait le terme peuple pour dire que ce terme n'était pas encore validé en droit international, et qu'il ne fallait pas lui donner de valeur supérieure, etc. Et puis après, l'astérix a été enlevé et le terme peuple est resté. Deux remarques par rapport à ça, justement sur le cas français, c'est qu'en fait la notion de peuple, elle est effectivement dans beaucoup de cas associée à la notion de nation et à celle d'État. Donc effectivement, il y a un peuple, enfin l'État et le peuple et la nation. Donc je crois qu'aussi dans le cas de la Colombie, le terme de pueblo a posé problème parce qu'effectivement, si on reconnaissait des peuples, ça voulait dire qu'on reconnaissait potentiellement des États internes. Et dans le cas de la France, c'est pareil, en fait, c'est-à-dire que c'est un problème que reconnaître le peuple corse, etc. Ça va être si on reconnaît un peuple, potentiellement
comment on reconnaît un État. Donc parler de population permet d'éviter ça, de refuser ce terme. L'autre aspect par rapport à ce que disait Irène sur la question effectivement droit collectif, droit individuel, c'est qu'il y a aussi un certain nombre de cas où il y a des conflits justement, et je sais que au Mexique, où j'étais l'année dernière, des anthropologues me parlaient justement d'un cas de gens qui avaient fait, qui a l'idée d'une autodétermination, les formes politiques propres dans les groupes autochtones, mais que des femmes d'un groupe avaient fait appel justement au nom des droits civiques en disant mes droits comme citoyenne ont été violés parce qu'effectivement la tradition veut que seuls les hommes décident. Donc moi en tant que femme je ne peux pas avoir accès, donc je fais appel et là du coup il y a une question, qu'est-ce qui doit être déterminant, le droit en tant que citoyen mexicain national ou bien le droit d'autodétermination et de choix des formes politiques de la part des groupes des peuples autochtones. Et ça selon les différents pays, donc au Mexique le droit national l'emportait. En Colombie, je crois que c'était l'inverse. Oui, la Cour suprême a reconnu les droits des peuples autochtones d'abord. Mais ce qui est intéressant dans le cas français, pour compléter, c'est qu'au moment de l'adoption de la déclaration, la France elle a soutenu la déclaration des droits des peuples autochtones. Elle l'a adoptée avec une déclaration interprétative disant qu'elle avait des politiques vis-à-vis des populations d'outre-mer. Est-ce que c'est contraignant ou pas contraignant? La déclaration, elle n'est pas contraignante. Ouais, parce qu'en général, la France, elle adore signer les trucs. Ouais. Non, c'est pas contraignant. C'est pour ça qu'elle ne va pas signer la Convention 169 qui est contraignante. Mais c'est quand même. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que toute cette dynamique des droits qui est horriblement complexe, hein, évidemment, on ne va pas résoudre ça en 3 minutes, mais c'est que ça oblige, quelque part, à reconnaître l'interlocuteur, si on veut. Et il est nécessaire de reconnaître l'interlocuteur. Et la question, c'est comment s'organise le dialogue de manière, effectivement, à ce que les femmes, à un moment donné, puissent faire appel et avoir des formes de recours. Et c'est vrai pour les jeunes aussi. Enfin, il y a beaucoup de situations dans lesquelles il doit y avoir des articulations à considérer. Et évidemment, les anthropologues là peuvent jouer un rôle pour comprendre et expliquer aux juristes, parce que les juristes ne sont pas encore très connaisseurs de la diversité autochtone dans sa complexité. Bah, si. Alors là, ça c'est... Ah voilà, je vois, on a un juriste là. Mais c'est récent, l'apprentissage il est récent. Il n'est pas, je veux dire, vous prenez les ténors du barreau, et j'ai eu l'occasion de discuter avec des juristes, parce que maintenant ils commencent à s'intéresser à la question. Donc il y a un article qui est sorti dans Droit et Anthropologie récemment, un autre qui va sortir ailleurs. C'est récent que les juristes commencent à s'intéresser à ces questions, à partir, et donc tous les schémas de réflexion, par exemple, sur la question du pluralisme juridique qui sont posés aujourd'hui, ils ont été localisés en France à la Sorbonne et dans ce laboratoire de Étienne Leroy, etc. C'est tout. Il y a un petit peu de gens qui ont fait des choses au sud, mais pas grand-chose, vers Montpellier. Et sinon, c'est au Canada que ça se développe, le pluralisme juridique. La chaire du pluralisme juridique, c'est un collègue, Ghislain Otis, on collabore ensemble avec justement avec des gens qui travaillent, alors notamment, ça c'est en train d'avancer du côté kanak, par exemple, parce que le cas kanak est intéressant, parce qu'il évolue dans le dispositif français. Il est très différent du cas guyanais, mais il évolue dans le dispositif français sur la base de l'accord de Nouméa et de l'accord de Matignon, puis de l'accord de Nouméa, qui ont été constitutionnalisés à l'article 75, et qui reconnaît le peuple kanak. C'est le seul cas d'un peuple kanak qui soit différencié à l'intérieur de la Constitution française. Mais il a fallu de la violence, du dialogue, de la discussion, des accords politiques qui ont amené à un certain nombre d'évolutions, et en particulier la mise en place de ce Sénat coutumier, sur lequel on pourrait dire des tas de choses, mais qui à un moment donné, va permettre de commencer à réfléchir ce qu'est le droit propre kanak, avec ses 28 langues, et ses 23 langues actuellement vivantes, et puis l'État français, et puis les autres populations qui viennent, etc. Il est l'heure. Merci. Voilà, merci à vous.